Cet après-midi, alors qu'il aurait fêté ses 100 ans aujourd'hui, je vous raconte le destin d'un artiste français d'origine arménienne qui a conquis le monde entier avec ses chansons plus engagées qu'il n'y paraît, vous allez voir. Ou la véritable histoire de Charles Aznavour, le chanteur en haut de l'affiche. Quelle place Charles Aznavour a-t-il dans l'histoire de la chanson française ? Quels ont été ses débuts ? Quel homme se cachait derrière ses textes ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Lorsque le grand Charles arrive à Cannes en 2002, ce n'est pas pour un tour de chant, mais pour y monter les marches du palais du festival, aux côtés de l'équipe de Ararat, du réalisateur canadien d'origine arménienne, Atom Egoyan. Avec ce film qui évoque la mémoire du génocide arménien, justement, Charles Aznavour s'inscrit dans une histoire longtemps mise de côté. En 1960, le chanteur avait bien retrouvé une première fois le fil grâce à François Truffaut. Dans Tirer sur le pianiste en question, joué par Charles Aznavour, s'appelle Édouard Saroyan, un nom qui sonne comme un écho à son véritable patronyme, Aznavourian. 42 ans plus tard, son personnage dans Ararat s'appelle à nouveau Édouard Saroyan. C'est un clin d'œil d'Atom Egoyan à Truffaut, bien sûr, mais aussi une manière pour Aznavour de boucler la boucle de ses origines. Le pays de ses ancêtres était partout autour de lui dans son enfance, mais le souvenir s'en était en quelque sorte allé sans même qu'il s'en rende compte, petit à petit. En tout cas, jusqu'en 1988. Cette année-là, le 7 décembre précisément, un tremblement de terre frappe l'Arménie. En 8 secondes, le séisme emporte 50 000 vies. Pour le chanteur, c'est un choc, comme si la mémoire oubliée d'un pays qu'il n'a jamais connu remontait brutalement à la surface. Avec le réalisateur Henri Verneuil, lui aussi d'origine arménienne, Aznavour bat le rappel pour enregistrer une chanson au bénéfice des survivants. Et comme dans l'un de ses plus grands succès, ils sont venus, ils sont tous là. Reggiani, Sardou, Beko, Jane Birkin, Robert Hossein, Florent Pagny, Vanessa Paradis, Lynn Renaud, Alain Souchon, Pierre Richard, Dick Rivers. 90 artistes en tout, chanteurs, comédiens, amis et compagnons. Pour toi, Arménie, reste 10 semaines de suite au sommet du top 50, comme pour montrer que la France pense sans cesse à ce pays meurtri. Il aura fallu ce drame pour que Charles Aznavour renoue avec elle, mais l'Arménie ne le quittera plus. 6 ans après la sortie du film d'Atom Egoyan, Erevan, la capitale du pays, lui offre une citoyenneté que le chanteur accepte de bon cœur. L'année suivante, il devient à 85 ans l'ambassadeur d'Arménie en Suisse, où il vit depuis des années. Le 5 octobre 2018, lorsque la France rend un hommage national au chanteur dont chacun connaît un refrain ou une chanson disparue 4 jours plus tôt, c'est toute l'Arménie qui pleure avec elle. Et le 6 octobre, c'est dans la cathédrale arménienne de Paris, l'église Saint-Jean-Baptiste, que ses proches lui rendent un dernier hommage dans l'intimité. Une intimité qui ne peut pas faire oublier qu'Aznavour reste un chanteur français, arménien et universel, un chanteur qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Et justement, remontons dans le temps. En 1915, l'Empire ottoman se livre en pleine guerre mondiale à ce que chacun s'accorde aujourd'hui à qualifier de génocide contre les Arméniens. Plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants perdent la vie cette année-là. Mais il faut croire que le mal n'est jamais rassasié. Au lendemain de la Grande Guerre, les massacres et les pogroms reprennent de plus belle. Parmi les dizaines de milliers d'Arméniens qui prennent alors la route de l'exil, figure un couple d'artistes, Knar et Misha Aznavourian, une comédienne et un chanteur qui s'installent d'abord en Grèce avant de rejoindre Paris. La capitale aurait dû n'être qu'une simple étape, mais le couple décide d'y poser ses valises. Après tout, Paris sera toujours Paris, et surtout quand elle ressemble un peu à Yerevan. Près de la Sorbonne, Misha retrouve en effet son père, Misak, un cuisinier qui a ouvert son restaurant rue Champollion. La diaspora arménienne s'y retrouve chaque soir. On y chante, on y récite des poèmes, on y parle littérature, chansons, peinture ou philosophie. C'est là que Charles Aznavourian voit le jour, 1 an après sa sœur, le 22 mai 1924, il y a donc 100 ans jour pour jour. Les deux gamins grandissent au milieu des artistes
qui viennent boire un verre dans le café que leur père a décidé d'ouvrir à son tour. Mais les chiens ne font pas des chats. À 9 ans déjà, Charles se frotte au théâtre avant de grimper sur les planches, pour de bon. Très jeune, le voilà qui joue les enfants de chœur dans Beaucoup de bruit pour rien à la Madeleine, ou le jeune Henri de Navarre dans La Reine Margot au théâtre Marigny. Sa sœur l'entraîne dans son sillage pour ses premiers tours de chant, dans l'une de ces troupes d'enfants chanteurs qui font alors un tabac, comme celle des Cigalounettes, au sein de laquelle Charles pousse la chansonnette pour la première fois. Mais la crise économique rattrape la famille Aznavourian. On se replie sur le café familial où tous les Arméniens de Paris se pressent pour parler de tout et de rien, mais surtout de politique. En 1936, Charles y croise entre autres la route de Missac et de Méline et Manouchian, le futur couple de résistants qui vient de rejoindre le Panthéon. En 1941, Aznavour fait la rencontre de Pierre Roche, pianiste, compositeur et pilier de l'école du music-hall. Les deux jeunes gens s'entendent vite comme larrons en foire. Charles écrit des textes, Pierre les met en musique et le duo propose ses chansons à qui veut bien les chanter. Quand Georges Ulmer, l'homme qui a chanté Pigalle, leur achète J'ai bu en 1945, le titre remporte le premier grand prix du disque français de l'après-guerre. Pour le duo Roche-Aznavour, les commandes affluent. J'ai bu, j'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai bu, j'ai bu, j'ai dit les mots. En 1946, le jeune Aznavour fait une deuxième rencontre marquante, celle d'Édith Piaf. Avec la môme de 30 ans, l'affaire est platonique et le restera toujours, mais le coup de foudre artistique lui est immédiat. Charles et Pierre font bien vite partie de la bande à Piaf, une joyeuse troupe de fêtards qui gravite autour de la star. Quand Piaf franchit l'Atlantique pour une virée de 2 ans à travers l'Amérique du Nord, Charles et Pierre sont de la partie. En Amérique, le duo découvre le swing de Duke Ellington et de Louis Armstrong. À Montréal, les deux font les beaux jours du plus grand cabaret de la ville, le Faisan Doré, avec des salles combles à chaque fois. Le retour en France est difficile. Les textes d'Aznavour sont toujours aussi demandés, mais le chanteur ne fait pas recette, et son association avec Pierre Roche se termine moins bien qu'elle a commencé. Pour s'occuper en courant le cachet, Charles Aznavour continue d'écrire et de composer pour des stars comme Patachou, Gilbert Bécaud, Mistinguett ou Juliette Gréco, qui lui doit un succès monstre avec « Je hais les dimanches ». Je hais les dimanches, je hais les dimanches. Tout le paradoxe est là. Charles Aznavour fait un tabac, oui, mais par chanteur et chanteuse interposés. Quand il monte sur scène à son tour, le public gronde. On lui reproche son physique un peu chétif, sa petite taille ou sa voix qu'on juge bien faible. Aznavour se bat comme un beau diable pourtant, quitte à se faire raccourcir le nez ou à prendre des cours de chant. Mais le temps passe, la trentaine approche et au début des années 50, Charles Aznavour commence à croire que sa chance est passée. C'est le temps des vaches maigres et des contrats miteux dans des salles de seconde zone. En 1953, le chanteur aligne quelques beaux contrats en Afrique du Nord, mais Marrakech à ses pieds renchaîne ensuite à Paris sur la scène du Moulin Rouge et du tout nouveau Olympia. L'année suivante, Aznavour connaît un premier succès avec « Sur ma vie ». Mais le sort s'acharne. Pris dans un accident de voiture, le malheureux s'en sort de justesse avec 4 jours de coma et les 2 bras brisés. 6 mois plus tard, le chanteur est sur pied, surtout sur scène, pour porter une nouvelle chanson qui provoque un joli scandale. Son titre, Après l'amour. Costume bleu dont le calamiteux spectacle se termine en eau de boudin. Ce costume le marque comme l'acharnement de l'artiste à tout donner pour un public qui le siffle pourtant. Le soir, les premiers vers sortent tout seuls, nourris sans doute par l'écho de ces années de galère. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger, le bagage mince, j'étais certain, et que ses traits ont vieilli sous son maquillage. Avec, je me voyais déjà Aznavour de ses contes
avec un passé douloureux. Il mobilise aussi son talent de comédien pour inventer la mise en scène qui accompagnera désormais la plupart de ses tours de chant. Quand il entre sur piste, Charles Aznavour fait toujours mine de finir de s'habiller, passe la veste de son éternel costume noir et noue une cravate qui se détache sur sa chemise blanche. À la fin du concert, la boucle se referme, Aznavour enlève ses chaussures et les tient dans une main, les bras en croix. Sortie chez Barclay, la chanson connaît un succès stratosphérique, le premier d'une décennie dorée pour le chanteur qui enchaîne ses titres les plus célèbres, comme Les Comédiens en 1962, Que c'est triste Venise en 1963 ou La Mama la même année. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, et elle va mourir là. De Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant. Le texte signé de Robert Gall, le père de France, n'est pour une fois pas d'Aznavour, mais la mélodie, oui. Avec ses guitares funèbres et son Ave Maria déchirant, la chanson touche tous ceux qui ont déjà vécu ou qui redoutent l'épreuve d'enterrer une mère, autant dire la France entière. Son succès n'empêche pas Charles Aznavour de composer pour les autres comme il l'a toujours fait, y compris en pleine période yéyé. On ne le sait pas forcément parce que on n'associe pas le nom des deux hommes, mais Retiens la nuit de Johnny Hallyday est un morceau écrit par Aznavour, et Sylvie Vartan lui doit de son côté les paroles de La plus belle pour aller danser. Derrière ces deux chansons se cachent les mélodies d'un même homme, Georges Garvarens, le beau-frère du chanteur, qui composera plus tard pour lui « Emmenez-moi ». En 1965, Aznavour a passé les 40 ans, l'heure à laquelle on se retourne pour mesurer le chemin accompli. Aznavour a connu sa part d'épreuves, un accident grave, un divorce, une longue liste de ratages et de semi-échecs. Sur le plan professionnel, le chanteur est un homme arrivé, mais Charles Aznavour paraît se demander dans quel état, avec Hier encore, qui sort en 1965 et qui parle à tous ceux qui entament leur crise de la quarantaine, ou de la cinquantaine d'ailleurs. Le thème de la nostalgie, des regrets et des amitiés perdues est si parlant et si universel qu'Aznavour enregistre sa chanson en français bien sûr, mais également en italien, en espagnol et en anglais. La même année, Charles Aznavour interprète en français dans le texte une autre de ses chansons les plus fameuses, la plus fameuse peut-être. Sur scène, le rituel était toujours le même, immuable. Quand il se lançait dans le premier couplet, Charles Aznavour tenait toujours un mouchoir blanc à la main, un mouchoir qu'il laissait échapper au dernier accord en guise d'au revoir, à la fin d'une époque révolue. Ce temps disparu, c'est celui de la bohème, avec ses premiers vers que tout le monde connaît. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La phrase n'est pas d'Aznavour, mais de Jacques Plante, un auteur qui n'a que ces quelques mots dans sa besace quand il vient sonner à la porte de Charles Aznavour en 1965. Mais les 3 vers suffisent. Charles se met au piano, les paroles suivent, chacun y apportant un souvenir de sa jeunesse parisienne. La chanson, portée d'abord par Georges Guettari, connaît un tel succès que Charles Aznavour décide de l'interpréter lui-même en 1966. En quelques mois, le 33 tours se vend à 1 million d'exemplaires. La bohème devient la chanson de toute une génération, celle aussi du Paris d'hier, idéal, mélancolique et beau.
Et à cette époque, le répertoire d'Aznavour lui a déjà ouvert les portes du monde entier. Porté par le succès du film de François Truffaut, tiré sur le pianiste, le petit Frenchie a mis New York à ses pieds dès 1963 avec une série de concerts mémorables au Carnegie Hall. L'accent d'Aznavour est abominable, mais qu'importe, l'Amérique adore, les salles sont combles et Broadway lui fait un triomphe en 1965 pour une nouvelle tournée à succès. À la fin de cette décennie dorée, Aznavour est là où il a toujours voulu être, en haut de l'affiche, tout en haut. Mais s'il n'a plus rien à prouver, quelque chose semble encore lui manquer. Le chanteur reste concentré sur ses thèmes de prédilection, l'amour, la nostalgie, l'amitié, le Paris d'hier, mais c'est presque comme si Aznavour ne se sentait pas concerné par le monde qui l'entoure, et mai 68 ne lui a rien inspiré. Mais c'est une fois encore par l'amour qu'il va se lancer, dans un virage plus engagé avec une chanson qui fait écho à la romance tragique entre un lycéen de 16 ans, Christian Rossi, et une jeune enseignante qui en a 30, Gabrielle Russier. Jugé, condamné et cloué au pilori par une société qui ne lui pardonne pas d'avoir sacrifié son mariage et sa carrière pour l'amour d'un jeune homme, Gabrielle Russier se tue le 1er septembre 1969. Ému, Aznavour en tire en 71 une chanson célèbre, Mourir d'aimer. Tout se passe comme si Aznavour, sûr de lui et son public, décidait alors de prendre la parole pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur, et tant pis si cela lui aliène une partie de la presse conservatrice qui n'est pas tendre avec lui dans les années 70. Dans une société où l'homosexualité reste tabou, Aznavour s'inspire d'un ami proche, son secrétaire, décorateur et chauffeur, Androuchka, pour écrire un texte magnifique, déchirant de pudeur et de fierté rentrée, comme ils disent. Un texte qui aborde enfin ouvertement le sort de ceux que les imbéciles pourchassent, ces attardés qui, pour épater leur tablé, marchent et ondulent, singeant ce qu'ils croient être nous. Portée une nouvelle fois par une écriture impeccable et par sa mélodie obsédante, la chanson connaît un immense succès. Tranquillement, sans faire de scandale, Aznavour porte alors un message universel au cours des 2 décennies suivantes. Lorsque l'Arménie se rappelle à lui, l'artiste devient sans vraiment le chercher le symbole d'une France ouverte au monde, à l'ailleurs et aux autres. Une France qui se souvient qu'elle a toujours été une terre d'accueil, capable d'ouvrir ses bras aux petits gamins d'un couple d'exilés chassés de chez lui par la violence et par la guerre. Aznavour est un modèle de métissage musical avant l'heure, un précurseur qui chante en 9 langues, qui s'intéresse à toutes les musiques et qui tourne dans le monde entier du Maghreb à la Russie en passant par Israël, l'Asie ou les États-Unis. Le caractère profondément universel d'Aznavour explique sans doute qu'il affiche en 2002 et pour la première fois une forme d'engagement collectif, lui qui se disait ni de gauche ni de droite, mais tout simplement libre. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, lorsque Jean-Marie Le Pen accède au second tour, Charles Aznavour signe l'appel d'un collectif d'artistes engagés contre le leader du Front National. Mais là encore, le chanteur le fait à sa manière, en expliquant qu'il serrerait la main de Jean-Marie Le Pen s'il le croisait, avant de lui expliquer pourquoi il ne partage pas ses idées. Au milieu des années 2000, Charles Aznavour fête ses 80 ans, mais il ne ralentit pas. Il monte moins souvent sur scène, bien sûr, mais il continue d'explorer de nouvelles terres musicales et de nouveaux thèmes. En octobre 2006, il s'envole à 82 ans, enregistré pour Cuba, où il enregistre l'album « Colore ma vie ». Avec La Terre meurt, le chanteur masque derrière des rythmes latino-trompeurs un dernier message plus grave. Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Celui que la laideur l'emporte et que la nature se meurt. Les tournées se succèdent encore inlassablement. La voix est plus faible, sans doute les doigts plus noueux et la silhouette amaigrie, mais Aznavour arpente la planète comme s'il avait 20 ans, de Moscou à Los Angeles. En décembre 2017, Aznavour a 93 ans. Il fait salle comble à Paris-Bercy face à près de 20 000 spectateurs qui en ressortent sciés, stupéfaits de l'aisance d'un homme sur qui la scène agit à l'évidence comme un élixir de jeunesse. La vieille magie opère encore.
Et le chanteur porte inlassablement cette élégance mélancolique qui est la sienne, mélange de pudeur, de joie et de fierté. Mais comme Aznavour l'avait un jour chanté en parlant de l'amour, il faut savoir quitter la table. Nous sommes le 1er octobre 2018 et l'horloge s'arrête. Charles Aznavour s'éteint chez lui à Mourguès dans les Alpilles, à 94 ans. La France émue perd l'un de ses plus grands chanteurs, mais on se console en puisant dans les 1200 chansons qu'Aznavour nous laisse en héritage. Des chansons dont tout le monde connaît encore les airs et les refrains, des chansons qu'on entend souvent dans les moments où ça compte, les fêtes, les baptêmes, les mariages, les enterrements. Car oui, bien des Françaises et des Français se sont mariés au son des notes de formidables. Beaucoup d'autres ont souhaité partir vers leur dernier séjour en se laissant porter par les accords d'Emmenez-moi. Cette chanson qui accompagnait le cercueil d'Aznavour lui-même aux Invalides le 5 octobre 2018, chantée par la garde républicaine, pour dire adieu à un homme qui a tout connu sur scène et qui s'impose comme l'un des plus grands artistes français du XXe siècle. Un grand artiste, oui, dont l'œuvre intégrale était ressortie en 1996 dans un coffret collector. Et 2 chiffres en disent long. Il a fallu 33 CD pour tout faire tenir et le coffret pesait 8 kilos, bien avant que le chanteur ne boucle une carrière musicale qui s'étend sur 72 ans. 72 ans qui l'auront vu passer de la notoriété à un quasi-oubli, puis à la gloire. Aznavour aura tout connu, je le disais, oui, tout. Les lazzi, les moqueries, les cruautés d'une presse qui lui reprochait de n'être pas assez beau, pas assez grand, pas assez tonitruant. La presse anglaise l'avait surnommé « has no voice », qu'on peut traduire par « pas de voix ». Aznavour a répondu sur scène, mais surtout dans chaque foyer, de France et d'ailleurs. Le petit émigré d'Arménie a conquis le monde, en promenant partout sa petite silhouette d'1m63, son élégance, sa pudeur, et cette étrange joie de vivre inquiète qui le caractérisait, et qui déborde dans l'invitation qu'il lance dans les 2 guitares. « Ekeraz is shoraz » versé, versé encore, versé de tout, du vin, de l'amour, de la vie, semble dire le chanteur, à qui veut l'entendre, et au monde entier. Et le monde entier l'a entendu. They say in time you will forget, yet still today my eyes are wet, and still I try to smile for my mama. Now soon there'll be another spring, and I will start remembering. Son universelle poésie a séduit des dizaines d'artistes comme Bob Dylan, Ray Charles, l'auteur d'une magnifique reprise de la Mama, ou Elvis Presley dont la voix de velours se marie si bien avec la mélodie d'Hier encore dans sa version anglaise Yesterday When I Was Young. La longévité proprement inouïe d'Aznavour s'explique sans doute par cet amour de la vie, par son travail acharné aussi. Elle lui a en tout cas ouvert la voie d'un succès que la mort n'a pas freiné, loin de là. Hier encore, Aznavour avait 20 ans. Il en aurait eu 100 aujourd'hui. Et il est toujours là dans la musique et dans les paroles de ses héritiers musiciens dans le monde entier. Aznavour se cache au fond de 1000 séries, de 1000 films et de 1000 refrains, jusque dans les clips du rap contemporain avec Monaco du rappeur portoricain Bad Bunny. 6 ans après sa mort, Charles Aznavour est l'artiste français le plus samplé du monde. Et ce n'est sans doute pas prêt de s'arrêter avec la sortie prochaine du film Monsieur Aznavour, signé Grand Corps Malade et Mehdi Idir, avec Tahar Rahim dans le rôle titre. En octobre prochain, le nom d'Aznavour sera à nouveau en haut d'une affiche qui ne pâlira jamais. Europe 1, historiquement vôtre. Jacques Pessy, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Charles Aznavour aurait donc eu 100 ans aujourd'hui. Il est parti 6 ans avant. Jacques, vous qui l'avez connu, côtoyé, vous avez même été voisin, je crois, pendant 30 ans à Mauriès dans les Alpilles. C'est un âge qu'il aurait aimé, un âge qu'il aurait fêté, 100 ans?
Oui, il en parlait énormément, il espérait fêter ses 100 ans, et il hésitait sur le concert qu'il donnerait sur ses 100 ans. Il avait envisagé la Tour Eiffel, mais ça avait déjà été fait, et il pensait, sur une idée de Michel Drucker, qu'il pourrait se produire place de la Concorde, et il y croyait profondément, parce qu'il avait une énergie hors du commun. Charles Aznavour a chanté sur scène jusqu'à la fin de sa vie. En décembre 2017, moins d'un an avant sa mort, il réunissait encore 20 000 personnes à Bercy. Au fond, la scène, il ne l'aurait jamais quittée. Je pense même que c'est ce qui a provoqué sa fin, c'est-à-dire que il avait eu un accident, il s'était cassé le bras, ça allait mieux pendant l'été et il devait chanter au Japon. Il avait retardé les 2 concerts au Japon qu'il devait donner devant, je crois, 40 000 personnes. Il a tenu à y aller contre l'avis de ses proches. Ça a été un triomphe, bien entendu, mais le retour a été compliqué par des histoires d'avion. Il est rentré fatigué et il nous a quittés quelques jours plus tard. Jacques Pessy, vous êtes un grand connaisseur de la chanson française, grand connaisseur aussi et surtout d'Aznavour, que vous aviez déjà rencontré dans les années 70. Quel homme et quel chanteur était-il à ce moment-là? Je crois qu'il venait de triompher avec la Bohème. Il était déjà véritablement une star, non? Oui, il a commencé vraiment à triompher avec Sur ma vie lorsqu'il a fait l'Olympia avec cette chanson qui a été son lancement. Et c'est vrai que la Bohème était un triomphe. La Bohème est née de façon très particulière. Il était sur la scène du Châtelet en train de composer des musiques pour Monsieur Carnaval, l'opérette de Georges Guettari. Et puis il se met au piano et brusquement, il joue une mélodie et le directeur du Châtelet, Maurice Lehmann, qui était le metteur en scène, s'approche et dit « C'est pas mal cette musique, qu'est-ce que c'est ?» C'était la Bohème qui est rentrée dans le spectacle et qui est devenue un classique. Et Charles Aznavour était un monstre de travail et de précision. C'est-à-dire que quand par exemple je devais l'interviewer pour une émission, il me disait « Bon, combien de temps il vous faut, Jacques ?»« Oh, 22 minutes. » Et paf, 22 minutes plus tard, tout était réglé, il avait tout raconté, chaque mot comptait, comme dans ses chansons, puisqu'il disait toujours qu'une chanson est terminée lorsqu'il n'a plus un seul mot à ajouter. Dans le paysage musical français, qu'est-ce qui a fait la grande singularité de Charles Aznavour en tant qu'artiste? D'abord, je crois qu'il a énormément travaillé, avec un talent immense, qu'il a appris au fil des années, et je pense que Piaf l'a beaucoup aidé dans ce domaine. Elle l'appelait le génie con, et elle l'obligeait à sortir, lui donnant de l'argent en disant « Sors, drague, saoule-toi, c'est comme ça que tu auras des idées ». Mais surtout, il a écrit des paroles et des musiques extraordinaires d'actualité ou intemporelles. C'est-à-dire qu'il se servait d'un événement pour raconter une histoire. C'était en même temps un journaliste qui transformait l'actualité en poésie. On cite évidemment la Bohème, Emmenez-moi, mais je le disais dans le texte, Aznavour, c'est aussi des chansons qui ont fait beaucoup parler. Après l'amour, qui a carrément été interdite sur les ondes, Mourir d'aimer, c'est l'histoire de l'affaire Gabriel Russier. Oui, mais curieusement, ce n'est pas la chanson du film. Il a vu le film et ensuite il a demandé à André Cayatte l'autorisation de prendre ce titre pour écrire la chanson qui est devenue un succès. Il y a aussi une autre chanson, donc ça parle de l'histoire d'amour entre une professeure et son élève. Il y a aussi, comme ils disent, sur l'homosexualité qui était dans ces années-là très difficile à assumer. Jacques, est-ce que Aznavour considérait la musique comme un vecteur de messages, un vecteur d'idées? De ce point de vue, il était un artiste engagé, même si le terme est un peu galvaudé parfois. Oui, il a été beaucoup engagé dans des théâtres, effectivement, c'est ce qu'il disait. Mais surtout, cette chanson a une anecdote incroyable. C'est-à-dire qu'il a envie d'écrire sur l'homosexualité pour une raison. Il habite Montfort-l'Amaury, et quand il n'est pas là en tournée, il fait garder sa maison par des amis, principalement homosexuels. Et un soir, il rentre, il dit, voilà, j'ai écrit cette chanson, qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent, c'est formidable, mais qui va la chanter? À moi? Et la stupéfaction générale, il a vraiment été le premier à dire je veux, vous êtes mes amis, je vais évoquer votre homosexualité dans une chanson, et ça a donné, comme ils disent. Aznavour a souvent renvoyé l'image d'un chanteur sérieux, voire austère. C'est pas du tout l'image que vous en gardez.
Ah non, pas du tout. Alors, il était très sérieux, très précis, très rigoureux dans son travail. C'est-à-dire que tout était calculé à la seconde près, au geste près. Ça, c'est l'école Piaf, c'est l'école Trenet. Et on répétait chaque chose. Mais dans la vie, c'était un homme d'une drôlerie que vous n'imaginez pas. D'abord, sa grande passion, c'était les histoires drôles. Dès qu'il y avait une histoire drôle qui circulait, il téléphonait à ses copains pour la raconter. Histoire, souvent, qu'on ne pourrait plus raconter aujourd'hui, sans risquer d'être démoli sur les réseaux sociaux. Et il avait aussi une passion pour les chansons anciennes, les chansons 1900. Et je l'ai vu avec Charles Trenet à table, mais des dizaines de fois, entonner des refrains qu'ils connaissaient par cœur tous les deux, des cafés-concerts des années 1900 qui ne disent plus rien à personne. Et c'était irrésistible. D'ailleurs, vous formiez un trio avec les deux Charles. Charles Aznavour et Charles Trenet. Là, il n'y avait pas d'austérité, hein. Alors, d'abord, j'ai eu la chance de connaître Trenet et Aznavour, et c'est vrai qu'il s'appelait le prince et le roi. C'était vraiment le maître et son disciple. Aznavour a dit que sans Trenet, il n'aurait jamais fait de la chanson. Il l'a rencontré en 1937, et depuis, ils ne se sont jamais quittés. D'ailleurs, il a racheté les éditions Raoul Breton, où Charles Trenet était édité, pour empêcher que les Américains s'en emparent, pour défendre le patrimoine Trenet. Et tous les deux, à table, c'était hallucinant. Je me souviens d'un déjeuner à Mouriès, à Beaumanière, où après on rentre chez Aznavour dans sa maison et au bar il y a une bouteille de cognac que Trenet découvre. Qu'est-ce que c'est? Ah ben Aznavour dit c'est une bouteille de l'année de ma naissance, 1924. On me l'a apportée ce matin. Je peux goûter, dit Trenet. Il a fini la bouteille dans l'après-midi et ils ont chanté toute l'après-midi. C'était extraordinaire. Jacques Pessis, Charles Aznavour était un chanteur de talent, évidemment, mais un parolier hors pair. Il a écrit des centaines de textes, et pas uniquement pour lui, hein. Et ce qu'on sait moins, c'est que les 2 premiers vers de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, c'est lui, et il n'a jamais rien réclamé en plus. Oui, c'est lui qui m'a raconté l'histoire. En fait, Aznavour, chaque fois qu'il avait des textes nouveaux, dans sa maison de Mouriez, j'allais le retrouver et découvrir des textes mais extraordinaires d'ailleurs. Une quarantaine sont restés, hélas, inédits. Et puis un jour, donc, il habite chez Piaf pendant 8 ans. Il dit qu'il n'a jamais été son amant parce que ce n'était pas le type d'homme que Piaf aimait. Et puis, il travaillait avec elle sur des chansons. Un jour, il s'assoit à la table et il fait « Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer » et la tête, etc. Elle dit « C'est pas mal ça ». Elle commence à écrire la chanson et elle écrit l'hymne à l'amour. À la fin, elle lit le texte à Charles qui lui dit c'est pas mal ton texte, on dirait un hymne à l'amour. Très bien, dit Piaf, ce sera le titre de la chanson. Et il n'imaginait pas que ce serait un succès mondial. Si j'ai choisi de vous inviter cet après-midi, Jacques, c'est aussi parce que vous avez recueilli les dernières confidences d'Aznavour. Vous écriviez un livre ensemble lorsqu'il est mort en octobre 2018. Ce livre, Dialogue inachevé, vous l'avez publié. De vos échanges, quel est le sujet qui vous a le plus touché? Peut-être le même surpris, peut-être une part de lui-même que vous ne connaissiez pas, peut-être. D'abord, il y avait plusieurs choses étonnantes dans Aznavour. C'était sa propension à sa générosité. C'est-à-dire qu'il était très généreux. Il faisait les boutiques comme un touriste avec son appareil photo au milieu des gens en achetant des babioles pour le plaisir. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est ses parents. Car un jour, je suis arrivé chez lui, à Mouriès, et il m'a montré des timbres que Israël venait d'éditer pour ses parents, qui avaient hébergé les Juifs pendant la guerre, et pas n'importe lesquels, et ils étaient nommés parmi les justes. Et je pense que c'est la chose qui l'a le plus marqué dans la vie, que ses parents soient reconnus parmi les justes. L'histoire d'Aznavour était indissociable de Charles Aznavourian, né à Paris, voilà 100 ans, de parents arméniens, justement, ayant fui le génocide arménien. Comment parlait-il de ses parents, de cette double culture aussi qui faisait son identité? Parce que par la suite, il est devenu ambassadeur itinérant de l'Arménie. Oui, je crois qu'il a vraiment compris son ascendance arménienne après le tremblement de terre et après ce qui s'est passé avant. Bon, ça lui importait, mais c'était pas l'essentiel. À partir de ce moment-là, il a envie de défendre cette terre natale. Et c'est vrai que cette terre natale, ce sont des souvenirs d'enfance liés notamment aux chansons de son père, qui était un musicien, qui avait un restaurant dans Paris où tous les soirs on chantait. Les clients ne payaient pas tellement ils étaient heureux de chanter avec le père. Et ces musiques ont marqué Aznavour à vie. Ces mélodies, c'est vraiment le fond de sa culture musicale. C'est-à-dire, il y a une chose assez étonnante, c'est quand le père d'Aznavour ouvre un restaurant à Paris, il y a Dupont qui ouvre un restaurant
et qui met comme slogan « Chez Dupont, tout est bon ». Et le père d'Aznavour, voyant ça, a écrit sur le mur « Chez Aznavour, on y court ». C'est la première fois que le nom d'Aznavour a été écrit quelque part. En racontant son histoire, en me replongeant dans sa vie, je vois surtout un artiste qui court pas seulement après la reconnaissance, mais qui a cette envie, ce besoin de chanter pour exister. C'est ce que vous ressentez aussi, Jacques ? L'une des dernières conversations que j'ai eues avec lui, il m'a dit « Ils ont mis 70 ans à me découvrir ». C'est-à-dire qu'il était profondément blessé par ses débuts quand on le jetait de partout. C'est vrai qu'au début, Aznavour, sa petite taille, sa voix, moi j'ai trouvé un article où on l'appelle le crucifié du traversin. C'est pas très agréable. Et il courait le cachet, personne n'en voulait. Et puis petit à petit, le succès est venu et il l'a savouré. Et je crois que jusqu'au bout, il a été blessé par ses premières critiques à tel point que dans un programme du Palais des Congrès, un des derniers programmes, il m'a demandé de retrouver ses critiques acerbes pour montrer la différence avec aujourd'hui. Oui, mais en même temps, toutes ces critiques sur son physique, ça lui a donné la niaque, ça a forgé son caractère. Attention, il avait un caractère très fort. Exemple, lorsque Bruno Coquatrix veut l'engager à l'Olympia, il lui dit « Charles, c'est pas mal ce que vous faites, mais il manque une chanson. » Et Charles habitait à l'époque rue Saint-Rustique, à Montmartre, dans une chambre de bonne. Il s'enferme chez lui pendant 3 jours, complètement, mais presque sans manger, et il écrit sur ma vie. Et il revient avec Coquatrix qui lui dit « D'accord, je t'engage à l'Olympia. » Il avait la force de travail inouïe parce qu'il avait envie de réussir. Le succès s'est quand même fait attendre. Et puis en 1960, quand il a 36 ans, il chante pour la première fois « Je me voyais déjà ». Et ça a été vraiment cette chanson... à la radio. Il a tenu 30 semaines avec cette chanson. Et cette chanson, il me l'a raconté un jour, ce n'est pas son histoire. En fait, quand il débutait, il passait dans un cabaret, le Drap d'Or, aux Champs-Élysées, qui est devenu le Raspoutine. Et il observait un artiste que personne ne connaissait, qui était là avec son petit costume et sa valise depuis 30 ans. Et c'est ça le point de départ de Je me voyais déjà, et pas autre chose. Et puis surtout, sur scène, il avait mis au point un jeu de scène, un jeu extraordinaire, où un jour, il enlève sa veste à la fin de la chanson et il voit que c'est un triomphe et terminer la première partie ou la chanson en enlevant sa veste et en sortant de scène. Depuis plus de 60 ans, cette chanson est reprise par de nombreux jeunes artistes et c'est presque devenu un hymne pour tous ceux qui débutent et qui veulent réussir. Toutes les chansons d'Aznavour sont liées à des hymnes de la vie et c'est ça aussi l'un de ses secrets. Alors cette année, au-delà de marquer son 100e anniversaire, ce sera aussi celle en octobre prochain de la sortie sur les écrans du biopic sur Charles Aznavour, réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Preuve que son nom continue à s'afficher en grand. Le film s'appelle Monsieur Aznavour. Si on devait lui accoler un sous-titre pour vous, ce serait lequel ? Moi, je dirais Aznavour pour toujours, parce qu'il est éternel. Merci beaucoup Jacques Pessis de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Charles Aznavour, le chanteur en haut de l'affiche. Je rappelle que votre dialogue inachevé avec Charles Aznavour est paru aux éditions Tohubohu. Merci beaucoup. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.